De retour à Investissement 101 pour le segment numéro 13. On vient de compléter la discussion sur la position numéro 5 de notre charte adaptée pour les investissements. Depuis le début, je vous présente des sujets et je me limite aux notions de base. Je simplifie les choses du mieux que je peux. Je laisse un petit peu d'informations de côté, mais pas trop. Vous avez les grandes lignes. Ce que j'aimerais faire avant de poursuivre, j'aimerais de récapituler tout ce qu'on a vu. Et vous allez réaliser à quel point vos connaissances en investissement se sont améliorées depuis le début. Et je vais repasser les trois graphiques que je vous ai présentés, la pyramide, le garage et la charte adaptée pour les investissements. Et je vais rajouter une couple de petits détails que j'ai laissés de côté. Question de peaufiner vos connaissances. Et une fois que ça sera fait, on pourra poursuivre avec le reste de la présentation. La revoici pour une dernière fois, ma pyramide de l'impôt. Ce que je veux que vous vous rappeliez. Tout d'abord, tout le monde paye de l'impôt. Personne s'en sauve, on paye tous de l'impôt. Si on a un revenu, il faut faire un rapport d'impôt. Deuxième chose, chaque province a sa propre pyramide parce qu'on paye des impôts fédéraux qui sont les mêmes partout au Canada, mais aussi, on paye aussi des impôts provinciaux qui varient d'une province à l'autre. La raison pour une pyramide, tout le monde commence à la base, mais c'est basé sur le revenu et c'est pas tout le monde qui fait assez d'argent pour passer à l'échelon suivant. Alors c'est la raison, il y a de moins en moins de monde. Plus on monte dans la pyramide, moins il y a de monde qui se rend là. On en perd à chaque fois. Le taux d'imposition monte. Très, très, très facile au début. Zéro impôt, c'est vraiment agréable, mais plus on en fait, plus ça coûte. 10% dans mon exemple au palier numéro 2, 24% au palier numéro 3, 30, 35, 39, pour éventuellement se rendre au-dessus de 50% dans certaines provinces. Et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre comment l'impôt fonctionne, parce qu'on doit y déclarer tous nos revenus de travail, mais aussi nos revenus d'investissement. Alors, si le travail nous amène déjà à un taux d'imposition élevé, il est important de profiter de tous les avantages offerts par leur gouvernement avec les investissements pour minimiser l'impact de l'impôt. Alors, c'était ce que je voulais que vous vous rappeliez avec la pyramide. Alors, le revoici, mon garage et ses 5 portes. Si vous vous rappelez, les comptes derrière les portes 1 et 2, le compte épargne et le compte chèque, c'était plus pour la sécurité et la facilité. C'est pas des comptes d'investissement. Il y a 3 comptes d'investissement, le CELI, le REER et derrière la porte 5, le compte que j'appelle le compte imposable, le compte non enregistré. Ça, c'est les 3 endroits où on peut faire des investissements. Première chose, je veux vous rappeler, un CELI et un REER, ce n'est pas des produits d'investissement, mais c'est des types de comptes avec des avantages du côté de l'impôt. La porte 5, je vous ai dit d'essayer de l'éviter parce qu'on peut faire le même investissement derrière les portes 3 et 4 et il y a des gros bénéfices à les faire là. Donc, on devrait favoriser les investissements dans le CELI, ensuite dans le REER. Et quand ces deux-là sont pleins, parce que tous les deux ont des limites, c'est à ce moment-là qu'on considère de faire un investissement derrière la porte 5. Et si vous vous rappelez, tout investissement derrière la porte 5, il n'y a pas d'avantage côté impôt. À chaque année, il faut déclarer les profits qu'on a faits. J'en ai pas parlé, mais il y a 3 sortes de profits en investissement. Il y a de l'intérêt, il y a des dividendes et il y a des gains de capitaux. L'intérêt, on en a parlé, c'est associé aux obligations. Les dividendes, quand on est propriétaire d'actions, certaines compagnies distribuent une partie de leurs profits à leurs actionnaires. Et ça s'appelle un dividende. Donc, on peut recevoir des dividendes. Certaines actions ont des dividendes, d'autres n'ont pas. Finalement, le gain de capital,
un exemple de ça, c'est si on achète une action à 10 et on la revend à 11 le dollar de profit, c'est considéré un gain de capital. Alors, c'est ça la différence entre les trois. Et à chaque année, il faut rapporter ça. Donc, idéalement, on fait le même investissement derrière la porte 3 ou la porte 4. Le CELI, libre d'impôt, le L et le I, c'est mes préférés. Tout le monde devrait favoriser le CELI, mais il faut avoir 18 ans pour pouvoir ouvrir un CELI. Et à chaque année, il y a une limite. En 2022, le maximum d'une contribution CELI, c'est 6 000 $. Et à chaque année, si on n'utilise pas notre CELI, la contribution s'accumule, elle n'est pas perdue. Le REER, un type de compte à favoriser plus tard dans notre carrière, quand l'impôt commence à devenir élevé. Si on fait un salaire et qu'on n'a pas besoin de tout notre salaire, on a l'option de dire au gouvernement, je ne veux pas payer d'impôt sur cette partie de mon revenu. J'aimerais faire une contribution REER et payer de l'impôt plus tard là-dessus. Je ne veux pas payer de l'impôt à 40, 45 ou 50% et plus. Je vais le garder pour plus tard. Je vais mettre tout l'argent sans impôt dans mon REER et je paierai de l'impôt quand je le retirerai, et c'est souvent à la retraite, ou si on décidait de prendre une année sabbatique pour retourner à l'école ou un congé de maternité ou quelque chose comme ça. Alors c'est ce que je voulais que vous vous rappeliez avec le garage. On favorise le CELI et le REER qui tous les deux ont des limites, qui s'accumulent. Si on ne les utilise pas, c'est jamais perdu. Alors, ceci conclut ce que j'avais à dire sur mon garage. Alors, la revoici pour une dernière fois, notre charte adaptée aux investissements. En position numéro 1, je vous ai parlé des actions et des obligations. Et je vous ai dit que si notre objectif, c'est la croissance, on veut que notre argent fructifie, ça prend un portefeuille d'actions. J'ai comparé les actions à des attaquants dans une équipe de hockey. Et si notre objectif est de protéger notre argent parce qu'on est rendu à la retraite, donc un portefeuille d'obligations serait peut-être plus approprié et j'ai comparé les obligations à des défenseurs. J'aime ces comparaisons-là, c'est tout ce que je veux rajouter là-dessus. Position numéro 2, notre première flèche, le gestionnaire de portefeuille, dans ce cas-ci, les gestionnaires de portefeuille. Je vous ai expliqué qu'il y en a plusieurs au sein d'une compagnie d'investissement. Ce sont tous des spécialistes dans un domaine en particulier. Comme le menu est varié, il y a plusieurs différents domaines, donc un spécialiste pour chaque. C'était la position 2. En position 3, notre position du milieu, les options plus pratiques. Notre menu composé de fonds mutuels et de fonds négociés en bourse. Ce qu'il faut se rappeler, les deux, ce sont des paniers d'actions ou d'obligations qui sont composés et choisis par les gestionnaires de portefeuille. Ça, c'était la similarité. 3 différences. La sélection. Les fonds mutuels, le gestionnaire a beaucoup de sélection. Il choisit les compagnies, lui et son équipe, ou elle et son équipe choisissent les compagnies qu'ils aiment. Grosse opportunité de montrer leur talent, un niveau de fierté associé avec le produit. C'est pour ça que je le considère comme un produit artisanal. Le fonds négocié en bourse, plus limité, le choix souvent imposé aux gestionnaires. C'est pour ça que je le considère comme une option plus industrielle. Ça, c'était la première différence, la sélection. Deuxième différence, la façon qu'on les achète. Les fonds mutuels, les commandes s'accumulent durant la journée. Quand les marchés ferment, un nouveau prix est calculé pour les produits et c'est à ce moment-là que les ventes et les achats se produisent avec le prix une fois la journée terminée. Contrairement aux FNB, les fonds négociés en bourse, qui, tout comme les actions, se vendent et s'achètent durant le jour quand les marchés sont ouverts. Deuxième comparaison, deuxième différence plutôt,
la façon dont on les achète et les vend. Troisième et plus importante différence, les frais. Les fonds mutuels sont plus dispendieux à cause du travail qui est associé avec la recherche pour créer le produit. Et je vous ai dit que les produits les plus dispendieux, ce sera des fonds mutuels d'actions et que les frais de produit pourraient aller jusqu'à 1,5 %. Aux alentours de ça, c'est un bon estimé. Et que les fonds négociés en bourse, puisqu'il y a moins de travail d'associés, beaucoup moindre les frais associés à eux qui peuvent aller aussi bas que 0,25 %, peut-être même un peu moins, dépendant de la compagnie. Grosse différence, les frais de produit. Le nom associé à ça, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné, ça s'appelle le ratio des frais de gestion. Position numéro 4, on se retrouve là avec ou sans un conseiller et j'ai parlé du coût d'un conseiller, un bon estimé 1% du montant d'argent qu'on lui confie. Et finalement, la position numéro 5, notre choix final, soit un choix prédéterminé ou un choix fait sur place. Et les choix prédéterminés, je vous ai parlé des portefeuilles gérés. Et l'exemple qui me fait toujours sourire, le pneu toute saison qui je crois est très approprié comme description. Un produit qui va performer de façon raisonnable dans toutes les conditions. C'est ce que les gestionnaires de portefeuille essaient de créer avec leur portefeuille géré. Ceci conclut ma revue de la charte d'investissement. Comme vous venez de le voir, on a couvert un bon bout de chemin. Vos connaissances en investissement sont quand même très appréciables. Pour la dernière partie de ma présentation, je voudrais utiliser ces connaissances-là et m'en servir avec un investissement fictif. Je voudrais qu'on passe à travers les étapes à considérer avant d'investir de l'argent. Alors, on se retrouve au segment suivant.